Voici donc le dernier paragraphe du texte de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Paragraphe qui, évidemment, va faire un bilan sur l'ensemble de ce que Kant a pu exprimer depuis le début de cet article. Et on va le voir que ce paragraphe insiste justement lourdement sur cet effet de balancier que j'ai décrit depuis le tout début du texte et que Kant va ici appeler mouvement paradoxal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement paradoxal, mouvement de balancier que, que découvre ici Kant? Alors, c'est une thématique qui entra la philosophie de Kant jusqu'à son terme, cette idée qui préfigure des auteurs philosophiques qui suivront Kant, notamment Hegel ou encore Marx, cette idée qu'il y a à l'œuvre, en quelque sorte, un processus qu'en philosophie on pourrait qualifier de dialectique. Il faut entendre par là, on pourrait dire, une opposition entre deux contraires qui semblent difficiles à réconcilier et qui pourtant parviennent à se réconcilier. Quel est ce mouvement paradoxal? Eh bien, vous l'avez vu, depuis le début du texte, Kant ne cesse de dire d'un côté, de l'autre. D'un côté, l'usage privé de la raison, de l'autre, l'usage public. D'un côté, il faut laisser de la liberté au peuple, de l'autre, il faut l'obliger à obéir, sinon ce n'est pas possible. D'un côté, effectivement, les individus qui ont du mal à sortir de leur état de minorité, de l'autre, le groupe social, les individus tous ensemble au sein d'une société qui justement vont parvenir à entrer dans les Lumières et la majorité. C'est donc on va dire, ce balancement permanent où les deux termes semblent liés chez Kant l'un à l'autre. On ne peut pas penser, nous dit Kant, la liberté sans penser dans le même temps l'obéissance. On ne peut pas dans le même temps penser l'usage privé de la raison sans penser l'usage public. On ne peut pas penser finalement le mouvement de la culture qui doit nous mener vers les Lumières sans penser d'un autre côté le cas individuel de chaque individu qui a bien du mal à sortir de sa minorité. C'est donc ce paradoxe et ce balancement que Kant choisit de mettre en avant dans le dernier paragraphe du texte pour montrer justement que chez lui, alors c'est sans doute de nouveau chez Kant cette ouverture vers l'espoir, c'est-à-dire cette idée il ne faut pas tout attendre d'un coup, mais même si les conditions ne sont pas encore parfaites, elles sont nécessaires pour Kant pour que précisément se mette en route le mouvement des Lumières et pour que l'humanité avance vers le meilleur. Je vais lire ce paragraphe et comme à notre habitude, nous allons le commenter. Ainsi, les affaires humaines prennent ici un cours étrange et inattendu. De toute façon, si on considère celui-ci dans son ensemble, presque tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile paraît avantageux à la liberté de l'esprit du peuple et lui impose néanmoins des limites infranchissables. Un degré moindre lui fournit l'occasion de s'étendre de tout son pouvoir. Une fois donc que la nature, sous cette rude écorce, a libéré un germe, sur lequel elle veille avec toute sa tendresse, c'est-à-dire cette inclination et cette disposition à la libre pensée, cette tendance alors agit graduellement à rebours sur les sentiments du peuple, ce par quoi le peuple augmente peu à peu son aptitude à se comporter en liberté. Et pour finir, elle agit même en ce sens sur les fondements du gouvernement, lequel trouve profitable pour lui-même de traiter l'homme, qui est alors plus qu'une machine, selon la dignité qu'il mérite. Alors Kant choisit donc d'ouvrir son paragraphe sur l'énoncé de ce paradoxe. Il revient, alors je vous rappelle qu'au paragraphe précédent, Kant avait évoqué la figure du bon empereur, mais le paragraphe 14 est vraiment une conclusion de l'ensemble du texte, donc il faut remonter sur l'ensemble des 13 paragraphes précédents pour bien comprendre ce dernier mouvement. Et je vous l'ai dit en guise d'introduction, le mouvement que nous avons vu, c'est cette idée chez Kant, cette idée que finalement, les Lumières commencent à s'esquisser à l'époque de Kant, mais ce sera, nous dit Kant, un mouvement lent qui doit prendre du temps et qui s'acheminera progressivement. Je vous rappelle que chez Kant, les Lumières ne sont pas simplement la période historique caractérisée par la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les Lumières pour Kant, c'est un moment qui, pour Kant, se situe devant nous, c'est-à-dire le moment où l'ensemble de l'humanité sera complètement entrée en majorité, où elle sera capable de penser par elle-même.
Et donc Kant nous dit, ce mouvement est devant nous, mais il commence à se mettre en place aujourd'hui devant nous. Alors c'est là où il y a un paradoxe, nous dit Kant, c'est qu'il se met en place alors que finalement peu d'individus à son époque sont encore entrés dans la majorité. Et c'est paradoxal aussi, nous dit Kant, parce que pour mettre en avant ces lumières, eh bien, qui seront l'avènement d'une liberté de raison, eh bien, il ne faut pas, dès à présent, donner complètement liberté au peuple, puisque Kant n'a cessé de rappeler tout au long du texte qu'il fallait que ce peuple obéisse, etc. Et Kant a même, rappelez-vous, dans les premiers paragraphes, nié l'idée qu'une révolution serait la bonne solution, c'est-à-dire que si on donnait tout d'un coup trop de pouvoir au peuple, ce serait une catastrophe. Enfin, dans le paragraphe 13, qui vient juste de précéder, rappelez-vous que Kant a dit qu'il n'était pas favorable à ce qu'il a appelé un État libre. Il préfère un empereur éclairé qui maintient par l'armée justement une forme d'obéissance du peuple. Il préfère ça aux États libres. Du coup, c'est ce paradoxe que va pointer du doigt Kant dans ce texte. Les affaires humaines, donc par affaires humaines ici, il faut entendre le cours de l'histoire, la manière dont nous voyons devant nous se produire finalement les divers mouvements de l'histoire, le comportement des individus envers les uns et les autres, etc. etc. Donc ces affaires humaines prennent ici un cours étrange et inattendu. Donc Kant nous dit, il ne faut pas s'étonner finalement de ce que nous sommes en train de voir, et nous pouvons être surpris précisément parce que l'histoire ne semble pas forcément aller dans le sens où nous l'entendons. Alors ça, c'est toute une idée qui se développera après Kant, qu'on retrouvera là encore chez des penseurs comme Hegel et Marx, c'est l'idée de la ruse de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, pour que l'histoire aboutisse vers quelque chose, chez Kant, il y a, je vous le rappelle, cette idée d'une finalité de l'histoire, comme chez Hegel après lui ou chez Marx. L'histoire va vers quelque chose, pour Kant, elle va vers les Lumières, et Kant nous dit, aller vers les Lumières ne veut pas dire qu'elle va peut-être y aller directement. Il peut y avoir ce qu'on a appelé plus tard des ruses de l'histoire, c'est-à-dire il faut peut-être que la raison prenne une certaine direction qui peut, dans un premier temps, sembler contraire ou contradictoire, pour qu'ensuite, justement, eh bien justement, la raison arrive là où elle doit aller, c'est-à-dire vers les Lumières. Donc, ce paragraphe, je vous l'ai dit, est un paragraphe dans lequel Kant retrouve ce mouvement d'histoire, est un paragraphe aussi qui porte sur cette idée qu'il faut garder espoir. Ce n'est pas forcément parce que nous voyons quelque chose qui peut immédiatement nous sembler contradictoire ou contraire à ce que nous pensons que nous ne sommes pas pour autant véritablement en route vers les Lumières. Donc, ne pas s'étonner, nous dit Kant, que même pour faire advenir la liberté, il faille peut-être passer par quelque chose qui est contraire à la liberté. Et Kant nous dit, de toute façon, si on considère celui-ci, c'est-à-dire le cours des affaires humaines, dans son ensemble, presque tout y est paradoxal. Donc Kant dit, voilà, il extrapole à la question de l'histoire en général, et Kant nous dit, quand vous regardez l'histoire, de toute façon, il peut sembler étonnant que l'histoire n'avance jamais en ligne droite, c'est-à-dire on ne va, même si Kant affirme qu'il y a une finalité de l'histoire, que l'histoire va dans une certaine direction, qu'elle tend vers la réalisation de quelque chose, Kant nous dit, cette histoire, eh bien, elle connaît des mouvements rétroverses, il y a des moments, elle repart dans l'autre sens, etc. Mais Kant dit, ce sont des mouvements nécessaires, ça ne veut pas dire que finalement nous nous trompons, cela ne veut pas dire que l'histoire finalement est contradictoire, ça veut dire simplement qu'il faut passer par des étapes ou des mouvements qui en apparence peuvent sembler contradictoires pour au final réaliser ce que nous avons à réaliser. Donc ça, je vous renvoie au cours sur l'histoire, c'est vraiment cette doctrine de ce qu'on appelle la ruse de la raison, que Kant développera largement à l'intérieur de son texte, l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, où Kant parlera par exemple de l'insociable sociabilité. Voilà un paradoxe, une expression paradoxale, un oxymore. Une insociable sociabilité, c'est la condition de l'homme. L'homme est un être sociable, il a besoin des autres pour se développer, il a besoin de la culture pour se réaliser. Il ne pourrait pas même advenir en tant qu'homme s'il n'y avait pas les autres hommes. Il est donc social par nature, mais dans le même temps, il est insociable. Il ne supporte pas les autres, sa liberté fait qu'il est sans cesse en conflit avec les autres. Donc c'est cela que Kant a en tête, même si le texte idée d'une histoire universelle viendra beaucoup plus tard dans la philosophie de Kant. Kant a déjà cette idée que le mouvement de l'histoire ne va pas dans un sens immédiatement visible et immédiatement clair pour l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est paradoxal, en particulier dans cette question des Lumières, telles que Kant vient de les décrire jusqu'à présent? Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est qu'un degré supérieur de liberté civile
paraît avantageux à la liberté de l'esprit du peuple et lui impose néanmoins des limites infranchissables. Autrement dit Kant, ce qui est paradoxal, c'est que l'objectif des Lumières, c'est la liberté de raison des individus. Il faut conduire aux Lumières, c'est-à-dire à ce moment où chaque individu, disposant pleinement de sa raison, capable de réfléchir par lui-même, chaque individu ne sera plus soumis à des tuteurs, ne sera plus soumis à l'opinion, ne sera plus soumis à ses désirs et ses passions, mais sera un être autonome, au sens propre du terme, c'est-à-dire capable de se donner à lui-même des lois raisonnables. Donc un individu autonome. Donc l'objectif, c'est bien la liberté. Mais Kant nous dit, si vous en donnez trop tout de suite, c'est-à-dire si vous donnez un degré supérieur de liberté tout de suite, par exemple si vous créez une société complètement libre, sans demander la moindre obéissance ou sans imposer, par exemple, aux citoyens d'obéir aux lois, sans imposer finalement aux fonctionnaires de fonctionner pour l'État, etc., eh bien, Kant nous dit, cela peut effectivement paraître immédiatement avantageux à la liberté du peuple. Ben oui, si vous donnez de la liberté tout de suite au peuple, vous avez l'impression que vous avez réalisé l'objectif et que vous avez gagné, mais Kant ajoute, mais effectivement, cela va lui imposer néanmoins des limites infranchissables. Alors, ce paragraphe-là ne trouve son sens que si on se rappelle ce qu'il avait pu dire plus haut, au paragraphe 3, sur la question de la révolution. Kant nous avait montré que si on libère trop vite les gens de la tutelle, des tuteurs, alors ces gens risquent de se retourner contre la société. Kant, je vous l'avais expliqué à ce moment-là, se méfie profondément de la révolution. Il n'a pas complètement tort. Kant nous dit, si vous donnez tous les pouvoirs à des individus qui finalement n'ont pas été suffisamment encore cultivés au sens de la raison, c'est-à-dire qui n'ont pas encore développé leur propre capacité de réflexion, eh bien très vite, ces individus vont se servir de cette liberté pour se retourner contre la population elle-même, voire contre eux-mêmes, c'est-à-dire finalement ils vont en abuser de cette liberté en retombant dans des travers, ils vont se livrer à de la violence qui n'a pas de sens, déraisonnable, ils vont créer des lois qui seront déraisonnables également, qui ne trouveront pas de fondement. Kant se méfie profondément de ce type de liberté qui adviendrait trop vite. Je vous l'ai déjà dit, Kant n'est pas opposé à l'idée que le peuple atteigne sa liberté, mais Kant pense qu'il faut une certaine maturation. C'est d'ailleurs dans cette idée de atteindre la majorité, même si ça n'a plus le même sens aujourd'hui, qu'il y a bien cette idée, quand on dit je vais atteindre la majorité, que j'ai suffisamment réfléchi et j'ai été suffisamment mature pour être désormais capable d'agir de façon autonome. Mais si tout d'un coup, si dès le départ on donne la pleine liberté sans fournir les instruments qui permettent justement de s'éduquer à la raison, Kant dit cela risque justement à un moment donné de bloquer et d'empêcher l'arrivée vers les Lumières. Et donc le paradoxe, dit Kant, c'est que finalement, si vous donnez moins de liberté, si vous donnez un degré moindre de liberté au peuple, c'est-à-dire si vous ne lui donnez pas une complète liberté, c'est ce qu'a imaginé Kant dans les paragraphes précédents, quand il a parlé d'un empereur éclairé, c'est-à-dire un empereur qui à la fois donnerait une liberté publique d'expression, mais qui dans le même temps commanderait aux citoyens d'obéir. Donc dans ce cas-là, en donnant un degré de liberté moindre, pour autant, dit Kant, vous fournissez au peuple l'occasion où vous fournissez à la liberté d'étendre tout son pouvoir. C'est-à-dire que Kant nous dit, voilà, si vous créez les conditions au sein de la société pour que cette société se développe, alors vous verrez que progressivement, les individus, au contact les uns des autres, vont développer la raison et vont s'avancer vers les Lumières. Donc c'est vraiment cet espoir kantien qui repose sur une certaine lecture de l'histoire, selon laquelle eh bien, les Lumières sont en route parce que les individus vont devenir de plus en plus raisonnables. Une fois donc que la nature sous cette rude écorce a libéré un germe, donc une fois donc que la nature, alors de quelle nature s'agit-il ici? Il s'agit de la nature de l'homme, au sens où, pour Kant, l'homme, la nature de l'homme, c'est d'être pourvu d'une raison. Donc pas de contresens sur cette idée de nature, il ne s'agit évidemment pas d'un instinct humain, il s'agit de tout son contraire, il s'agit de ce qui fait le propre de l'homme, et ce qui fait le propre de l'homme, c'est précisément la liberté. Mais Kant veut dire ici, justement, et on voit qu'il y a, Kant, en évoquant l'idée qu'il y a une nature qui libère un germe, donc c'est-à-dire que Kant nous dit, une fois que les hommes, enfin, une fois que la liberté a commencé à prendre dans l'esprit des hommes, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé à rentrer dans les Lumières, on ne peut plus l'arrêter. Mais vous voyez que dans cette expression de nature qui libère son germe, c'est une expression impersonnelle,
Et Kant, justement, ici nous introduit au règne de l'histoire, comme s'il y avait une forme de main invisible, quelque chose qui s'appelle l'histoire, et qui, justement, est en train de diriger les individus et qui les conduit, justement, vers le meilleur. Donc il y a bien, Kant nous dit, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est bien une affaire de civilisation, c'est bien une affaire d'humanité tout entière, c'est bien une affaire historique. L'humanité, finalement, a en elle-même quelque chose qui s'appelle la raison, qui, dès lors que cette raison commence à être libérée, cette raison va finir le travail et l'humanité va se cheminer vers le meilleur pour elle-même. Donc, sous cette rude écorce, c'est-à-dire que sous tout ce qui peut empêcher l'homme d'être libre, c'est-à-dire la soumission, le manque de courage, les désirs, les passions que nous ne maîtrisons pas, peu importe, dit Kant, une fois qu'on a commencé le travail, une fois qu'on a commencé à libérer la raison dans l'individu, alors cela va se mettre en route. Je vous rappelle que Kant dit que les Lumières sont devant nous, mais Kant a dit également dans le texte qu'il appartenait bien au siècle des Lumières. C'est-à-dire que pour Kant, Kant appartient, selon lui, à ce moment précis où, ça y est, le germe est libéré, c'est-à-dire où les individus ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient être libres et s'organiser entre eux. Et je vous l'ai dit, Kant lit dans l'histoire immédiate de son siècle tous les signes qui lui semblent favorables. Il voit d'ailleurs déjà dans l'empereur Frédéric II le modèle d'un gouvernement libéral qui lui semble un bon gouvernement. Kant, je vous l'ai dit, verra la Révolution française aussi comme un de ces mouvements de libération. Donc Kant est persuadé que ça y est, le germe de la liberté est libéré parmi les hommes et que donc on est en route. Donc, une fois donc que la nature a libéré un germe, sur lequel elle veille avec toute sa tendresse, voilà une belle métaphore, finalement, vous voyez, il s'agit de veiller avec tendresse. Il ne s'agit pas de donner un coup de pied pour que ça se réveille d'un seul coup. Kant n'est pas un révolutionnaire, et il s'agit bien, nous dit-il, d'un mouvement lent et progressif de l'histoire. Il faut aller doucement, il faut que la raison progressivement s'éveille à elle-même. Qu'est-ce que c'est donc que cette nature, cette inclination et cette disposition à la libre pensée? Voilà, Kant nous dit, il y a en nous justement une raison qui ne demande qu'à s'épanouir. La raison chez l'homme est là pour être conduit à son plus haut niveau, c'est-à-dire ce moment où l'homme est complètement autonome, ce que Kant appelle la majorité. Autonome, je vous rappelle, autonomos en grec, auto par soi-même, nomos la loi. L'individu autonome est celui qui est capable désormais de penser par lui-même, de se fixer ses propres lois, qu'elles soient morales ou qu'elles soient des lois civiles. C'est ce vers quoi, effectivement, doit s'acheminer l'humanité. Et vous voyez, nous dit Kant que cette tendance agit graduellement à rebours sur les sentiments du peuple, ce par quoi le peuple augmente peu à peu son aptitude à se comporter en liberté. C'est-à-dire, nous dit Kant que les êtres humains deviennent de plus en plus raisonnables et cela va agir à rebours, c'est-à-dire cela va transformer progressivement les sentiments du peuple. Alors voilà, la raison qui va agir sur les sentiments, c'est-à-dire que progressivement la raison va prendre le pas sur les désirs, sur les passions des hommes, donc cela va peu à peu éteindre toutes les faux savoirs que l'homme a développés du fait de ses désirs et ses passions. Les opinions vont prendre de moins en moins d'importance. Les individus se conduiront non plus par la violence, non plus par le sentiment de vengeance, non plus par le ressentiment, mais plutôt par des inclinations morales, par la volonté de chercher des règles universelles qui vaillent par tous les hommes. Et vous voyez que Kant nous dit, donc ce processus augmente peu à peu l'aptitude du peuple à se comporter en liberté, c'est-à-dire que les humains n'agissant plus finalement de façon déraisonnée, eh bien de toute façon on va pouvoir leur donner de plus en plus de liberté. Si les humains se comportaient de façon raisonnable, en respectant la morale, en respectant la législation, en respectant les autres, eh bien effectivement on n'a plus besoin de leur imposer des lois aussi strictes, des polices aussi strictes, etc., etc. Bref, Kant nous dit, la raison se développe dans l'individu, ce qui fait petit à petit diminuer ou refluer les désirs et les passions, ce qui augmente le savoir dans l'homme diminue l'opinion, ce qui augmente la capacité d'autonomie d'individu, et donc petit à petit, nous dit Kant, ça va libérer l'homme, puisque l'homme aura de moins en moins besoin d'être encadré autour de lui par des règles, par des lois qui lui sont imposées par les autres humains. Et donc au final, que va-t-il se passer? Pour finir, elle agit même en ce sens sur les fondements du gouvernement,
Voilà, donc c'est-à-dire que l'étape finale, nous dit Kant, justement, c'est que les individus étant parfaitement autonomes, ils n'ont plus besoin de recevoir la tutelle des gouvernements. Les gouvernements n'ont plus besoin d'agir avec autant de force, n'ont plus besoin d'imposer par la force justement la bonne conduite, n'ont plus besoin de police, n'ont plus besoin de règles aussi strictes. C'est-à-dire qu'au final, nous dit Kant, le gouvernement lui-même va pouvoir devenir de plus en plus libre. Donc un gouvernement, et Kant, je vous le dis, espère que finalement les gouvernements sont au final, finalement complètement libéraux, c'est-à-dire probablement qu'il n'y aura plus que quelque part des républiques éclairées peut-être par des souverains, mais des républiques dans lesquelles le peuple pourra discuter complètement des lois, les voter pour lui-même, etc. Donc Kant imagine un assouplissement politique des régimes politiques déjà à son époque. Et au final, ces gouvernements qui seront mis en place, ces gouvernements, nous dit Kant, trouveront profitable pour eux-mêmes de traiter l'homme, qui n'est alors plus qu'une machine, selon la dignité qu'il mérite. C'est-à-dire qu'au final, les gouvernements eux-mêmes seront parfaitement éclairés, nous dit Kant. Il n'y aura plus sur notre planète que des gouvernements éclairés, c'est-à-dire qui ne considéreront plus le peuple comme justement des sujets sur lesquels il faut exercer force et violence, comme c'est le cas dans les monarchies absolues de droit divin qui sont à l'époque en Europe, dans tous les autres pays que connaît Kant, en France notamment. Kant nous dit, ces gouvernements qui se mettront en place progressivement par le mouvement de l'histoire seront des gouvernements qui respecteront de plus en plus les individus, qui leur accorderont de plus en plus de liberté et qui les respecteront selon la dignité qu'ils méritent, c'est-à-dire en tant que citoyens raisonnables et capables de raison, c'est-à-dire qui leur accorderont justement de plus en plus la liberté de parole et qui leur accorderont des droits basés sur cette idée qu'ils ont la raison. Bref, si on devait faire un parallèle historique, des gouvernements qui s'appuieraient sur des idées universelles concernant l'homme. Et je pense que c'est pour ça que Kant avait une vénération profonde pour la Révolution française et probablement notamment pour la charte des droits de l'homme que les révolutionnaires s'étaient donnée tout de suite comme conduite, parce que pour Kant, c'est cela un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui reconnaît que ces sujets sont des êtres raisonnables et qu'il faut leur accorder ce que mérite la raison, c'est-à-dire une liberté et une autonomie de réflexion, tout être doit être protégé. Donc vous voyez que Kant finit par une vision progressiste, historique, selon laquelle, pour lui, l'histoire est en route vers une finalité qui ne peut être que les Lumières. Et Kant imagine que les peuples, par un mouvement lent, deviendront de plus en plus raisonnables, ce qui aura un effet bénéfique aussi sur les gouvernements et sur donc la manière dont sont régis ces peuples. Et nous sommes en route, dit Kant, vers un monde dans lequel il y aura des citoyens autonomes, finalement, dans des cités elles-mêmes qui respecteront cette autonomie. Donc à la question qu'est-ce que les Lumières, qui est la question centrale et qui est le titre de cet article, vous voyez que Kant répond dans ce dernier paragraphe, c'est un mouvement de l'histoire vers lequel nous sommes en route, qui doit conduire les individus à devenir tous majeurs, mais c'est aussi un espoir, puisque pour Kant, nous voyons dès aujourd'hui se mettre en place dans l'histoire déjà des gouvernements qui transmettent ce goût de la volonté aux individus, et pour Kant, une fois qu'on a transmis à la raison ce goût de la liberté, on ne peut plus arrêter ce mouvement. Alors cette idée kantienne a été reprise après lui par bien des philosophes, par Hegel, Marx peut-être quelque part aussi, qui dans sa philosophie de l'histoire reprendra cette idée de la finalité, reprendra cette idée que nous acheminons vers une autonomie des individus et des citoyens. On pourrait malheureusement dire que après le fol espoir des Lumières portées par Kant et des philosophes de la première moitié du XIXe siècle, le XXe siècle, lui, nous a peut-être envoyé au visage une blessure terrible, celle qui nous a montré que l'humanité était capable de sombrer dans la plus grande déraison et la plus grande folie. Les mouvements tragiques du XXe siècle, en particulier la catastrophe absolue, qu'on ne peut dépasser. La catastrophe, c'est le nom, je vous rappelle, c'est le mot hébreu Shoah. La catastrophe de la Shoah nous a montré que l'homme n'est peut-être pas cet être complètement de lumière, mais qu'il y a en lui une part sombre. Pour reprendre la citation du poète, il y a toujours en l'homme un ventre chaud d'où peut sortir une bête immonde. Mais Kant, lui, en philosophe des Lumières, pense que l'humanité, finalement, peut, malgré tout, aller vers le meilleur. C'est un
c'est un débat qui continue de se faire entre une vision de l'histoire portée par le progrès et puis finalement, dans notre siècle, un sentiment plus, on va dire, euh, plus suspicieux, qui regarde l'idée de progrès avec beaucoup de doutes, peut-être plus pessimiste, mais qui se dit que chez l'homme, il y a toutes les qualités nécessaires pour réussir, mais que l'homme ne réussit peut-être pas toujours son mouvement dans l'histoire.